entend souvent les matériaux biosourcés qui sont raccrochés, à juste titre, à un faible impact carbone, mais c'est aussi construire une société pour nous plus désirable. Ce sont des matériaux qui ont une intensité sociale qui est beaucoup plus forte, qui permettent de revaloriser aussi des savoir-faire ancestraux, mais d'en développer aussi des nouveaux. Et c'est des filières qui peuvent aussi être support pour tout ce qui est insertion sociale. Et je pense qu'en ça, la filière terre, elle illustre parfaitement tous ces avantages des matériaux bio et géosourcés. Et c'est pour ça que Novabuild et le collectif, on est ravis aujourd'hui d'être partenaires de cette soirée. Ce qu'on a souhaité surtout partager dans ce livre, c'est de montrer que c'est pas si simple. Et je pense que si vous êtes tous là ce soir, c'est pour ça, c'est pour partager ça. C'est qu'il y a beaucoup de choses positives qui sortent de la diffusion maintenant plus importante et de la communication qui est faite autour de ces matériaux biosourcés, mais les mettre en œuvre, c'est pas si simple. Il y a quand même encore pas mal de freins et la conférence qu'on a souhaité donc organiser autour de cet ouvrage, c'était vraiment une conférence pour se donner la parole ensemble et pouvoir échanger pour continuer à progresser dans l'évolution des filières notamment, et ça c'est plutôt la première partie de cette conférence. Et puis, bien entendu, dans le partage d'expériences, et ça, c'est la deuxième partie. Donc maintenant, je laisse la parole à nos intervenants, que je remercie bien sûr, et à Vincent. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je vais revenir un petit peu sur le guide et sur certains aspects de sa conception et du constat initial en fait qu'on a fait. On a gagné fin 2019 un projet avec Milieu Architecture et Node Architecture en tant qu'associé mandataire, en tant qu'architecte mandataire et associé. Et on s'est rapidement rendu compte lors de la conception de cet ouvrage en pisé qu'on n'avait aucun texte réglementaire pour la construction en pisé porteuse. Et finalement, c'était un frein initial à la conception. Alors, on était bureau d'études TCE et en plus on avait la mission de conception et d'exécution, donc il fallait un petit peu assurer nos détails parce qu'on devrait les assumer jusqu'à la fin. Et quand on a regardé un petit peu ce qui existait, on a vu des textes réglementaires dans certains pays et on a vu un peu de littérature scientifique et grand public. Et en lisant cette littérature grand public, on s'est rendu compte qu'elle était plutôt à destination à la fois des artisans et des architectes. Alors je pense que c'est quelque chose qui est relativement classique et compréhensible. Lorsqu'une filière, même ancestrale, renaît un peu de ses cendres, ceux qui ont le savoir-faire, c'est souvent les métiers de l'architecture et les métiers de l'artisanat, qui en fait continuent de produire, de faire, mais un peu plus dans l'ombre. Et nous, en tant que métier de l'ingénierie, on trouvait assez peu notre compte dans ce qu'on pouvait lire en littérature. Je rappelle qu'on était fin 2019 et tout début 2020. Donc on a monté un atelier en interne, multimétier et multisite. C'était un peu la chance effectivement offerte par AEA de pouvoir piocher un peu dans tous les savoir-faire spécialisés à notre disposition. Donc on a monté un atelier avec des architectes, des ingénieurs structures, thermiciens, énergéticiens, économistes, dessinateurs projeteurs, pour réfléchir à comment dessiner nos plans en pisé. Et donc on s'est basé à la fois sur des textes réglementaires, sur de la littérature scientifique qui est souvent présente. On va pouvoir commencer la première thématique. Marion Topin, donc, qui est maçonne terre crue, qui est ingénieure thermicienne au sein de la coopérative SAE Bâti Créateur 44. Bonjour. Oui, je suis maçonne et aujourd'hui j'ai été invitée en tant que membre du CTA, le collectif des terroirs armoricains. Donc je vais vous présenter ce que c'est que le CTA. C'est une association avec ses missions. Je vais vous faire une brève frise chronologique des débuts de la Terre et puis de ce qu'on a autour de nous à notre époque. Après, je vais parler des guides des bonnes pratiques, justement, abordés par Vincent, donc dans un contexte de normalisation et de réglementation de la terre, de la filière terre. Donc le CTA, c'est une association qui regroupe une cinquantaine d'adhérents. On est des maçons, on est des architectes, des ingénieurs, toute personne finalement intéressée par la filière terre. On est tous bénévoles et on rayonne pour le coup dans le Bretagne, Pays de la Loire, un peu Normandie. On a une mission qui est assez forte et très importante, c'est une mission d'identification des gisements.
de caractérisation de la terre. En fait, on étudie le potentiel de réemploi d'un gisement sur demande de maîtrise d'ouvrage, et on va faire des tests, des prototypes de ça. En fait, on va mettre en place des méthodologies de sécurisation de la ressource, parce que c'est primordial pour nous de garder ces gisements et de pouvoir trouver des espaces de stockage. On est une filière très engagée, quand même, écologiquement, socialement. Tout à l'heure, Juliette parlait d'intensité sociale, on est là-dessus, quoi. Donc, on va être sur des méthodes peu ou pas mécanisées. Donc, c'est intéressant ce soir d'en discuter. On va mettre au cœur de notre pratique, évidemment, le travail humain et puis l'expertise des praticiens. On est sur de la terre non stabilisée, on met pas de chaux, on met pas de ciment. Et on est sur des gisements évidemment locaux, donc on va être à moins de 15 km, on va pas aller chercher de la terre en Île-de-France, quoi. Ensuite, on est sur de la mise en commun, les guides de bonne pratique qui sont en libre accès, tout est gratuit et c'est très très facilement trouvable. On va faire un petit brin d'histoire. En fait, la terre, ça fait un petit moment que ça existe, hein, la construction de terre. Il y a des traces d'adobe, donc c'est des briques de terre crue moulées, en moins 9000 à Chypre, si ça vous parle. Ensuite, on a du torchis pas mal dans les villes, beaucoup. Jusqu'à la Renaissance, on a eu beaucoup de torchis. Dans les campagnes, on a plus de la bauge. Là, je vous parle plutôt de nos régions. Et là, par exemple, vous avez une maison en bauge qui date du XVIIe siècle, en parfait état. Un petit enduit, toutefois, pourquoi pas, serait esthétique. Mais en tout cas, ça tient très bien. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Il y avait une logique de prendre évidemment ce qu'on avait sous nos pieds. Et donc en campagne, il y avait de la terre et puis il y avait de la paille. 19e siècle, on commence à avoir l'apparition du ciment Portland, de la chaux, les lignes de chemin de fer, et donc en fait c'est l'industrialisation de la construction qui débute et qui évidemment se renforce après les guerres mondiales, et où on perd le savoir-faire de la terre. Et donc on va forcément mettre plus de béton, plus de ciment. Et là, le torchis, donc sur les maisons à colombage, on est sur des immeubles de 3-4 niveaux avec de la terre, enfin de ossature bois remplissage terre. Et c'est un patrimoine qui nécessite une protection importante et sur lesquels on travaille actuellement. Et en fait, ce savoir-faire, les guides de bonne pratique en témoignent. Nous, on poursuit cette démarche des savoir-faire autour de la terre. Mais on peut faire de la réhabilitation comme du neuf, évidemment. Et on peut, bien sûr, ça n'empêche pas d'innover et d'être dans une démarche de création autour de la terre crue. Bon, ça, c'est mon petit plaisir. Je vous montre quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. On a arrêté de construire avec des matériaux anciens qu'on a retrouvés dans les années 70, quoi, la terre. Par exemple, on l'a retrouvé, mais donc ça s'est arrêté, je vous disais, par rapport aux guerres mondiales, et en fait c'est directement corrélé à une augmentation de la consommation énergétique des foyers, des bâtiments, parce qu'en fait on découvre petit à petit qu'il y a énormément de qualités associées aux matériaux, notamment aux matériaux terre. Qui a une capacité de régulateur hygrothermique, qui associé à des fibres a aussi un potentiel isolant important. À partir du moment où on a construit que en béton ou avec d'autres types de matériaux stabilisés, on n'avait pas encore les isolants. Et ben, du coup, augmentation. Et puis, elle finit par réduire, évidemment, avec l'apparition des réglementations thermiques. Et réglementation thermique RE2020 qui, du coup, aujourd'hui, nous pousse à aller vers des matériaux moins carbonés. Donc, c'est plutôt intéressant de voir ça. Nous, on va être sur une démarche performantielle. On va pas être sur un objectif de moyens parce que la ressource, on va pas pouvoir on peut la qualifier nous les maçons, mais c'est pas ça sur lequel on va s'engager. On va s'engager sur un objectif de résultat. C'est l'ouvrage qu'on va qualifier. Et pourquoi on peut pas être sur un objectif moyen? Parce qu'on est sur une ressource qui est très variable. C'est pour ça qu'on la caractérise dans nos missions au CTA. Donc, on va identifier avec le terrassier sur une base aussi d'analyse géotechnique des gisements de terre, et on va faire des prototypes
en testant différentes techniques de terre, puisqu'il en existe plein, qui sont des techniques plutôt territoriales. Bauge en Bretagne, Pisé en Rhône-Alpes, Torchi en Normandie. Et on va dire à la maîtrise d'ouvrage, on va prescrire auprès des équipes de maîtrise d'œuvre les techniques qui sont les plus adaptées au gisement. Parce que c'est pas la conception qui nous dit ce qu'on doit faire, c'est la terre qui nous dit ce qu'il faut faire. Donc on est dans une autre logique. Et au travers de cette logique, il faut qu'on ait un dialogue, un rapport de confiance entre le savoir-faire du maçon, de l'artisan et les équipes de maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, bureau de contrôle, assurance. Donc il n'y a pas que la ressource qui est variable, il y a les différentes techniques. Donc on a des techniques plutôt isolantes, type terre allégée, qui est un dérivé du torchis, parce que plus de fibres. On a les enduits, on a la bauge, le pisé, donc c'est des techniques monolithiques porteuses. On peut les mettre en remplissage aussi, hein, si on a envie. Et puis on a des techniques plutôt un peu préfabriquées avec les BTC et les Adobe. BTC qui dérive plutôt du pisé, Adobe plutôt de la bauge. On n'est pas sur le même état hydrique. Et puis il y a la variabilité liée au maçon. En fait, d'un maçon à l'autre, on n'aura pas le même mélange. C'est pas évident de normaliser la filière terre. Il y a des règles professionnelles qui sont reconnues en technique courante, notamment sur les enduits, parce qu'en fait, ça date d'il y a un petit moment, c'est 2013, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de pathologies sur le patrimoine de terre à cause des enduits ciment. Donc on s'est dit qu'il était peut-être temps de faire quelque chose de correct avec des enduits de terre sur support composé de terre crue. Et on a aussi les règles pro-paille qui nous aident bien, puisqu'on a le droit de faire des enduits sur bottes de paille. Alors par contre, les guides de bonne pratique ne sont pas reconnus comme des techniques courantes par la C2P. Cependant, c'est un corpus technique qui a été rédigé de manière collective par tous les professionnels de la terre à l'échelle nationale. Elles ont été validées, elles sont reconnues, pratiquées par ces professionnels. Pour vous dire l'importance que ces guides ont, donc il y en a un pour chaque technique. Et ce corpus technique sert effectivement aux entreprises non spécialisées pour leur enseigner, même s'il faut quand même mettre la main à la pâte, c'est pas que la lecture qui fait qu'on devient bon, et aussi pour parfaire le savoir-faire des entreprises spécialisées, c'est les deux à la fois. Et ces guides de bonne pratique, c'est une caution de confiance aussi, et de négociation auprès des assureurs et des bureaux de contrôle. Ils sont une base également pour la rédaction des CCTP. Un archi qui ne connaît pas la terre va pouvoir consulter ces guides de bonne pratique assez facilement et pouvoir rentrer les critères qui sont inscrits dedans. Merci beaucoup Marion pour cette présentation. Je vais appeler maintenant Damien Rangeard, qui est responsable du pôle recherche et développement du groupe Pigeon et qui est spécialiste dans le développement des matériaux à base de terre et qui va nous parler d'oréologie, de process industriels et de ces différents matériaux. Ça, je passe rapidement. On reviendra dessus juste après l'intervention de Damien. Très bien, merci pour cette présentation. Donc effectivement, un point de vue complémentaire et une présentation qu'on a intitulée sous forme d'interrogation « Comment massifier l'utilisation de la terre dans la construction contemporaine ». Et une partie de ce que je vais vous présenter sont des travaux qui sont réalisés en collaboration entre le groupe Pigeon et donc sa filiale laboratoire CBTP et le laboratoire de recherche Institut de recherche du Puy-de-Dôme de l'Université de Bretagne Sud de Lorient, sous la houlette de Arnaud Perrault. Alors, on vient d'avoir effectivement une présentation de ce qu'est la construction terre aujourd'hui, donc avec des intérêts et des atouts qui deviennent fondamentaux vu le contexte social et sociétal dans lequel on est, vis-à-vis du faible impact environnemental de son matériau, de sa forte recyclabilité, du confort thermo-hygrothermique qui est embarqué par le matériau, qui confère pour le coup un impact fondamental sur l'utilisation des accessoires dans les bâtiments pour la régulation thermique. Donc Marion vient de le montrer, le coût énergétique a explosé quand on est passé au tout béton, justement parce qu'on n'a pas cette régulation-là. Et à l'inverse, on a les inconvénients de certains avantages. Donc ce sont des
construction aujourd'hui qui reste relativement chère pour des raisons de mobilisation de main-d'œuvre, qu'il faut trouver d'ailleurs parfois, des performances mécaniques qui peuvent rester limitées, donc qui limitent l'emploi à des ouvrages de taille relativement parfois réduite, un savoir-faire empirique et puis un manque d'un cadre normatif aujourd'hui qui permet de le démocratiser dans des constructions contemporaines assez majeures. De l'autre côté, dans la construction conventionnelle, donc c'est assez récente, développée sur une approche technico-scientifique de base qui a conduit à la mise en place d'un cadre normatif et qui permet donc d'avoir quelque chose qui est très compétitif d'un point de vue performance mécanique garantie et rassurable et donc assurable, très compétitif économiquement, c'est ce qui était cherché pour ces matériaux-là. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on a atteint les limites parce qu'un des points fondamentaux devient l'impact environnemental. Et là, pour le coup, on est très mauvais avec le béton. Il ne remplit plus le rôle. Et puis, il embarque quasiment aucune caractéristique de régulation hygrothermique comme peut le faire la Terre. Donc l'idée, c'est d'essayer de proposer une voie complémentaire, une troisième voie, en fait, qui permette de développer des solutions constructives à basse terre et qui embarquent autant que faire se peut les aspects positifs des deux approches et en laissant de côté les aspects négatifs de ces deux approches. Donc, le point d'entrée ou la méthodologie ou l'objectif, c'est vraiment cet élément-là, c'est d'obtenir un matériau de construction à critères de performance mécanique et ou thermique garanti, avec une baseline qui est juste fondamentale, qui est que toutes les démarches et tout ce qu'on développe s'appuie sur une démarche d'éco-conception, c'est-à-dire que de facto, initialement, on vise un impact environnemental réduit, toutes les autres solutions sont écartées de la démarche. Et bien sûr, l'objectif aussi, c'est de s'appuyer sur un cadre ou une approche scientifique pour aller vers quelque chose de garanti, de rassurable, donc d'assurable demain, et de migrer vers un cadre normatif en s'appuyant notamment sur ce qui se passe à l'étranger, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande, avec des approches qui sont déjà assez poussées. Donc les deux partenaires dont je parle, on est à l'échelle d'un territoire qui est globalement la Bretagne, et Marion en a parlé, effectivement, ce qu'on appelle la terre aujourd'hui avec laquelle on construit, c'est un matériau d'altération des roches sous-jacentes et qui ont une histoire géologique compliquée dans le massif armoricain. C'est des matériaux précambriens qui ont été métamorphisés, qui ont subi une orogénèse, donc déformés. Donc du coup, on a une variabilité latérale très forte de matériaux. Et du coup, quand ils s'altèrent, les produits d'altération, de facto, sont eux-mêmes variables. Et notamment, il y a deux critères importants dans les matériaux terres vis-à-vis des performances finales des produits. C'est la nature minéralogique des particules fines qui conditionnent l'hygrothermie et la résistance des matériaux, et la distribution granulométrique de ces éléments. Donc notre approche des âges, c'est d'être capable de se dire il faut qu'on maîtrise cette variabilité, même si on n'est pas capable de la lisser, mais au moins la maîtriser, la mesurer, et de mettre en place un cadre scientifique. L'idée, c'est d'étudier et d'adapter la rhéologie du matériau terre, in fine, pour optimiser les procédés de leur mise en œuvre, avec deux leviers. Un premier levier qu'on peut voir à l'échelle des procédés, et un second levier qu'on va pouvoir voir à l'échelle de la formulation du matériau, que ce soit à l'état frais, mais également à l'état durci, vis-à-vis des performances finales visées en service. La philosophie qui est derrière, c'est de s'inspirer des concepts et des techniques des autres industries de la construction, mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est de se dire, pour produire quelque chose qui réponde à un critère de ce qu'on attend, il faut comprendre quel est le mécanisme qui confère les propriétés aux matériaux, et ça passe notamment par la compréhension des mécanismes à l'œuvre à l'échelle microstructurelle dans le matériau terre, et puis ensuite d'optimiser la distribution granulométrique éventuellement, et puis de travailler sur la rhéologie en jouant sur la défloculation, la fluidification des matériaux, voire le renforcement. Dans le cas d'espèce et dans le cas présent, l'idée c'est de trouver un matériau, comme je disais, une troisième voie qui permette d'intégrer ou d'introduire une massification dans des projets pour lesquels aujourd'hui le matériau terre est difficilement acceptable. Et ce qu'on a visé dans un premier temps, c'est des projets ou des matériaux ou des structures porteuses, parce qu'à R+4, R+5, donc on vise plutôt un critère de résistance mécanique. C'est un petit peu ce que je vais vous dérouler de manière assez simplifiée, mais pour montrer un peu la démarche. Donc à l'échelle du procédé, j'ai parlé des deux leviers. Finalement, qu'est-ce qu'une mise en œuvre efficace, quand on parle de mise en œuvre efficace pour un procédé?
si on cherche une résistance mécanique, en fait, vous voyez sur la petite courbe qui est à gauche, c'est la relation classique entre la résistance, on va dire, à la compression et la densité sèche du matériau. Donc c'est finalement la densité sèche qui pilote la résistance. Donc pour obtenir un niveau de performance le plus optimum possible d'un point de vue résistance, le procédé le plus efficace sera celui qui permettra d'obtenir les plus fortes densités sèches. Deuxième aspect, il y a aussi la mise en adéquation du couple matériaux-process. Et là, pour le coup, donc ça, ce sont des essais de caractérisation un peu classiques que vous voyez à gauche. Vous avez une densité sèche en fonction d'un état initial du matériau, notamment de sa teneur en eau. Et pour une énergie donnée, donc les trois courbes que vous voyez en cloche, c'est trois énergies de mise en œuvre, trois procédés, donc trois énergies de mise en œuvre différents. En fait, il y a une teneur en eau optimale qui permet d'avoir la densité optimale et donc la résistance optimale du matériau. Donc, c'est ce qui va nous permettre, là, pour le coup, d'adapter aussi le matériau au process. Après, on peut jouer aussi sur d'autres facteurs pour encore optimiser, mais c'est déjà un premier levier d'adéquation matériau-process. In fine, de manière synthétique, on compare ici 4 procédés de mise en œuvre, qui correspondent à 4 mobilisations d'énergie et 4 procédés, du moulage, de la compaction statique, du compactage statique, du vibrocompactage et de l'extrusion. En gros, on voit que le coulage ou le moulage permet d'avoir des densités dans une gamme plutôt basse et un niveau de précision donné. Pour un même matériau, le compactage statique permet d'aller un peu plus haut en densité, donc également d'optimiser toujours en résistance, parce que c'est le paramètre que j'ai pris comme exemple depuis le début. L'extrusion permet d'aller un petit peu plus haut, et puis, in fine, on voit que quand on ajoute de l'énergie, par exemple par de la vibration en plus de la compaction, on arrive à gagner encore en résistance et aller un petit peu plus haut pour un matériau donné. Donc ça, c'est intéressant, c'est vrai pour un matériau, mais on est confronté à ce que je disais tout à l'heure. Vous avez ici l'exemple de 4 matériaux, 4 couleurs différentes, un niveau de résistance donné, et puis on part d'une résistance initiale qui est la plus basse obtenable avec un procédé par coulage par exemple. On peut aller un peu plus haut en augmentant le procédé, encore plus haut éventuellement si on met des stabilisants, des biopolymères ou autres, peu importe, pour le cas d'espèce. Mais par contre, d'un matériau à l'autre, le potentiel de résistance initiale, il est différent. Et ce qui conditionne ce potentiel de résistance, c'est principalement la fraction argileuse. Donc l'idée, ça a été de trouver un modèle finalement prédictif qui permet de dire, en fonction de caractéristiques simplement mesurables des matériaux, quel niveau de résistance je peux atteindre. Donc est-ce que mon matériau va répondre à ma demande ou est-ce que j'ai besoin de le modifier. Donc ce modèle prédictif, il intègre 3 paramètres, donc la densité sèche, la résistance à la compression et l'activité de la fraction argileuse. Donc on a mis en évidence maintenant une courbe maîtresse qui a été validée sur les produits que l'on trouve localement, qui a été validée également dans le cadre de collaboration internationale que peut avoir Arnaud Perrault dans le cadre des Technical Committee de la RILEM. Donc c'est quelque chose qui a été élargi à une grosse base de données qui permet, in fine déjà, même de manière très simple, pour un matériau donné, on voit que si on veut augmenter en résistance, peut-être qu'il suffit d'adjoindre un peu plus d'argile ou de faire un petit tri pour augmenter la fraction d'argile pour que indirectement on augmente l'activité argileuse globale et donc la résistance. Si on va encore plus loin, effectivement, à un moment donné, on a une résistance qui plafonne. Si on a besoin de plus de résistance, là, il faut passer à d'autres leviers. Les leviers, ça peut être des ajouts, des stabilisants. Et là, tout simplement, alors quel que soit le stabilisant, vous avez ici, par exemple, la courbe du bas qui est une signature d'un matériau donné, une terre crue donnée. Plus elle est dense, plus sa résistance augmente. Quand on met un stabilisant, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va décaler la courbe de résistance vers le haut, donc potentiellement pouvoir atteindre une résistance visée définie. Donc, pour synthétiser, donc ce cadre technique scientifique, il est en perpétuelle évolution parce qu'il continue de s'amender de toutes les expériences, des collaborations à l'échelle nationale et internationale. Il a été mis en place, il permet déjà de faire pas mal de choses, de développer des méthodologies de caractérisation du potentiel d'un matériau donné, d'adapter à un process pour un niveau d'exigence. Et puis, globalement, en fait, ça nous a permis de développer des stratégies de formulation qui permettent, pour un impact environnemental donné,
de garantir des niveaux de performance et surtout de les rendre répétables. J'ai d'abord une question pour Marion. Tu as évoqué effectivement le projet national Terre Crue et son rôle futur et en cours sur l'aspect réglementaire. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi avoir un organisme central à l'échelle nationale est aussi important pour porter des sujets de réglementation? Et deuxième question, est-ce que tu peux nous expliquer quels leviers sont à lever et quelles difficultés sont présentes pour apporter les textes réglementaires sur un matériau aussi variable que la Terre? Le PNTR, j'ai pas été très exhaustif tout à l'heure. Le PNTR, il est donc porté par la Confédération, il est à l'échelle nationale et en fait c'est un dialogue entre chercheurs et praticiens. Donc on crée des binômes, il y a plusieurs groupes de travail dont les thématiques que j'ai présentées. Et l'idée c'est de lever des sujets problématiques par retour d'expérience, quoi. Évidemment qu'on est gêné par les bureaux de contrôle et par les assurances et que il faut faire évoluer les choses, mais c'est pas donc il y a la partie réglementaire, donc il y a des tests qui sont faits, il y a des thèses qui sont mises en place, des demandes de subventions pour aboutir à des fourchettes de données sur toutes les thématiques abordées et pour pouvoir après se dire qu'on n'est pas obligé de faire des tests sur chaque chantier, quoi. Enfin, on va faire des essais de terrain, évidemment, mais on va pas automatiquement toujours avoir à passer par des laboratoires. On va faire des appréciations de laboratoire sans avoir à faire toute la panoplie de tests. Si je dis des bêtises, il y a Erwan Amar qui est dans la salle, donc il peut me reprendre, ou au pire, il sera disponible, j'imagine, après. Et c'est pas que sur l'aspect réglementaire, c'est aussi avoir des outils suffisamment développés à destination des bureaux d'études pour simuler le comportement de la Terre le plus finement possible. Exemple là où je m'y connais un tout petit peu plus, c'est sur le confort énergétique. Et donc c'est d'incruster dans les logiciels qui sont déjà à l'emploi dans les bureaux d'études des outils et surtout une base de valeurs pour savoir comment se comporte la Terre en termes d'inertie, ce qui n'est pas le cas, pas du tout pris en compte en RE 2020, et comportement hydrique. Sur les tests incendie, il y a un groupe de travail qui a pour but de tester un certain nombre de gisements et un certain nombre de mélanges différents pour se dire on a ce panel là qui nous permet d'avoir une sorte d'abac, enfin je l'ai compris comme ça en tout cas, et une fois sur chantier on fera un essai et sur la base d'une appréciation de laboratoire, parce que ça s'inscrit dans ce panel déjà testé, on va pouvoir rassurer le bureau de contrôle. Et ce que je disais, c'était que les guides de bonne pratique, à la base, il me semble quand même que la vocation du projet national Terre, c'était de faire évoluer les guides de bonne pratique vers les règles pro, pour justement qu'on n'ait pas toujours à se préoccuper de ça et qu'on n'ait pas tout le temps des blocages en fait. Il y a plein d'ATEX qui se mettent en place, qui sont chers, qui prennent énormément d'énergie. Nous, les maçons, on passe quand même beaucoup de temps avec des allers-retours, une communication qui n'est pas toujours évidente. Et je pense qu'il faudrait aussi simplifier les choses en se faisant confiance et en mettant aussi, en prenant en compte que l'expertise, elle est aussi chez les artisans, quoi. Merci beaucoup pour ce complément. J'ai une question pour toi, Damien. Effectivement, tu as présenté le process industriel que vous développez chez Pigeon. Et une question me vient... et c'est une question volontairement naïve, mais on a envie de se dire que la Terre est à disposition un peu partout, on a juste à se baisser, la prendre et à l'utiliser. Est-ce que tu peux quand même nous rappeler quel est l'intérêt d'avoir un certain nombre d'entreprises qui développent des matériaux industriels et peut-être aussi raccrocher avec les difficultés qu'on peut avoir sur l'aspect réglementaire? Prendre une terre, ça veut dire prendre un nouveau matériau potentiellement. Et donc, ça peut nécessiter un index de KB, comme Marion vient de le dire. Donc voilà, est-ce que tu peux nous rappeler tous les avantages que ça a de pouvoir formuler un matériau industriel qui soit adapté à la construction de terre, du coup?
L'idée déjà, je pense que les approches sont complètement complémentaires, parce que je pense qu'elles vont pas s'adresser forcément aux mêmes ouvrages. Et l'idée, c'est quand même de massifier l'introduction de la terre à tous les niveaux. L'approche industrielle, la massification qui peut passer par l'industrialisation, l'intérêt qu'on y voit, c'est déjà de valoriser des ressources qui sont immobilisées sur des plateformes. Aujourd'hui, les terres d'excavation de chantier, pour les réutiliser in fine sur place dans un contexte urbain, parfois c'est pas possible directement. Elles sont obligées de ressortir pour revenir. Donc, in fine, il y a des volumes de matériaux qui peuvent très bien être homogénéisés pour avoir un gisement conséquent et après le rentrer dans le cadre d'un process industriel qui permet de tout ce qui est mis en place derrière. Il y a tout ce qui est PAQ, MAQ qui permet de garantir un suivi de production, des performances constantes et une mise en œuvre sur chantier finalement qui est sous le coup pour le coup d'une assuranceabilité de facto si on est sur un avis technique, un ATEX de KA et demain peut-être de la réglementation. Et ça pour moi c'est complètement, ce sont vraiment des visions complémentaires. On va pouvoir commencer cette deuxième partie avec Bruno Belenfant, qui est architecte et associé de l'atelier Belenfant et d'Aubas. Et je me suis noté la ville à Nozay, donc c'est entre Nantes et Rennes. Je vous invite à venir me rejoindre et à prendre la parole. L'un des premiers chantiers sur lequel on a, en tout cas en chantier, en établissement recevant du public, sur lequel on a mis en œuvre de la terre crue, c'est l'école de la Chevaleraie, donc dans le nord du département. Et donc c'était des BTC, des blocs de terre comprimés, en remplissage d'une ossature bois. Alors j'en profite en même temps en montrant ça pour me dire à quel point effectivement on a changé nos pratiques. C'est que c'est des choses qu'on ne fait plus. On ne fait plus de BTC, on fait, pour une raison alors, qui vient peut-être de la même façon que la raison pour laquelle on n'a pas fait de pisé, parce que l'intitulé en fait c'est que nous on n'a pas fait de construction en pisé. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi. La technique de la BTC, c'est une technique qui est dérivée, quelque part, du pisé, avec la compression qu'on applique à la terre pour réaliser ces blocs. Donc c'est une terre humide, et donc il nécessite une forte compression qui va être une compression mécanisée. En l'occurrence, elle était mécanisée avec une presse semi-automatique sur ce chantier-là. Et chose qu'on ne fait plus, effectivement, j'ai été surpris de voir que l'entreprise qui a réalisé ça, finalement, a mis un peu de chaux dedans. Je me dis, bah non, j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas. Et finalement, il a quand même mis de la chaux. Et en fait, c'est, je pense, l'une des problématiques de cette technique-là, que ce soit le pisé ou la BTC, c'est que suivant les terres dont on dispose sur un chantier, là c'est la terre du site, eh bien on se retrouve à devoir la stabiliser. On n'a pas forcément sinon une tenue suffisante et les blocs n'ont pas une cohésion suffisante. Autre erreur qu'on ne refera plus, c'est qu'en fait les joints ont été faits avec un mélange terre et chaux, et en fait on se rend compte que l'interface de la terre chaud ou chaud avec la terre n'est pas forcément terrible, donc il y a des petits soucis on va dire, d'éclatement des mortiers, assez léger, hein, je vous rassure. Donc ça c'était, je reviens, en 2009. Le chantier a été livré en 2009. Donc la terre était là pour apporter, l'idée c'est d'apporter de l'inertie thermique à un bâtiment c'était le tout début de la RT 2005. Et donc c'était d'apporter l'inertie qui pouvait manquer dans un bâtiment strictement en ossature bois. 2015, donc l'école de Bouvron, l'école Félix Leclerc. Et donc là vous voyez la fabrication de briques d'adobe sur le chantier. Donc là, on a commencé à laisser tomber, on avait d'autres écoles aussi avec de la BTC, on a laissé tomber la BTC pour aller vers plutôt une technique qui va être une technique très manuelle, sans compression, donc qui ne nécessite pas de mécanisation, avec un séchage qui peut être un peu long, mais en même temps qui se gère ici avec un abri provisoire sur le chantier. Et la mise en œuvre qui a été mixte, avec sur les parties basses, ici vous voyez... Voilà, ici de la bauge coffrée, c'est une bauge coffrée. Et pour finir le mur en partie supérieure, des adobes. Chose qu'on ne refera plus, un soubassement ici qui était censé protéger
la bauge en partie basse des agressions des enfants. C'était une très mauvaise idée de mettre un enduit, on va dire, mélange terre et chaud, puisqu'en réalité, la surface est certes plus dure, mais étant plus dure, elle est plus cassante. Et les impacts sont impossibles, très difficiles à réparer. Si on avait laissé cette bauge ici, voilà, en sous-bassement, les impacts auraient été très faciles à réparer. La terre se serait produit moins facilement parce que la terre est plus souple, donc moins cassante. Donc voilà, erreur qu'il ne faut pas... J'en profite pour dire toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire pour que vous ne les refassiez pas. Et donc c'est un chantier sur lequel on a utilisé environ, j'avais fait le calcul, 130 tonnes de terre. De la terre issue vraiment directement du site. Alors, autre chantier plus récent, 2018, voilà, et donc avant d'aller sur cette dernière image-là, donc toutes les images que je vous ai montrées, c'est des mises en œuvre de terre crue en intérieur. Je n'ai pas de façade extérieure en terre. Je n'ai pas de mur porteur en terre. Bon, pour des questions toutes simples, c'est que proposer un mur porteur en terre à un contrôleur technique ou à une assurance, c'est très compliqué, donc on fait les choses de façon à ne pas avoir de problématiques de blocage. Tous ces chantiers-là sont faits sans problématique de blocage. Il n'y a pas eu d'observation d'un contrôleur technique, il n'y a pas eu un moment, un blocage pour se dire il faut faire une latex, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc on fait en sorte que la mise en œuvre permette de les faire sans blocage. Et pourquoi à l'intérieur prioritairement? C'est que, ça a été évoqué, mais le bénéfice hygrothermique du matériau terre, il est à mon avis prioritaire dans la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'avant de mettre en œuvre la terre sur la façade, sur les murs extérieurs, il faut d'abord la mettre en œuvre à l'intérieur, parce que c'est là qu'est son bénéfice direct pour les occupants. Et plus on va multiplier ces surfaces de contact avec l'ambiance intérieure, plus le bénéfice sera important. Les matériaux sont caractérisés par une capacité à réguler l'humidité intérieure, et cette caractéristique qu'on appelle le tampon hydrique, il est couplé également avec la régulation thermique. Il y a des échanges de vapeur d'eau qui sont couplés à des échanges thermiques. C'est ce qui donne à ce matériau-là la propriété de réguler la température et l'hygrométrie en même temps. De tempérer l'ambiance intérieure quand il fait chaud, enfin, de diminuer la température intérieure quand il fait chaud dehors, et inversement, quand il fait froid dehors, d'augmenter la température intérieure. Donc il y a un effet hygrothermique qui est lié directement au fait que le matériau soit en contact avec l'ambiance intérieure. Donc pour nous, notre priorité, c'est que la terre soit d'abord mise en contact avec l'ambiance intérieure. Et on va d'abord rechercher ça, et si on va l'enfermer derrière un panneau, on trouve que ça n'a pas d'intérêt d'utiliser le matériau terre crue. Je vais vous parler d'aspects un peu plus liés à la conception et à la justification d'un certain nombre d'éléments sur un projet et essayer d'avoir aussi une vision un peu plus globale. Ce que je voulais rappeler quand même, c'est que ce qu'on voit sur des projets qui mettent en œuvre une quantité importante de terre, sont des projets un peu particuliers, avec notamment une maîtrise d'ouvrage qui est sensible à la construction terre. Donc c'est important d'être attentif et de bien repérer des projets où on pourra mener à bien la terre jusqu'au bout. Je vous encourage aussi à avoir une conception mesurée. On n'est pas obligé de faire un R+8 en terre pour se lancer. Alors, on peut aussi aller chercher des techniques beaucoup plus simples. Bruno vient d'en parler, mais effectivement des enduits, de la BTC, de la boche, de la doble. Il y a plein de choses en remplissage qui peuvent être mises en place avant de se lancer pour son premier projet dans un hôpital en pisé porteur. C'est vrai que je pense qu'il y a un peu de choses à faire avant. Je pense que le contexte local est aussi important à considérer. Alors, on n'est plus dans une époque où on regarde ce qu'on a sous nos pieds pour construire. Néanmoins, c'est intéressant de regarder un peu ce qui existe en patrimoine bâti. Ça permet d'avoir des informations sur le type de terre. Et ça permet aussi d'avoir des idées pour son projet. Par exemple, découvrir qu'une région est particulièrement performante pour de l'adobe, par exemple, mais ça permet d'envisager de l'adobe. On a parlé du contexte réglementaire et assurantiel. En deux mots, la terre est globalement classée comme une technique non courante en France, sauf pour les enduits, je ne sais pas si on l'a dit, qui disposent de règles professionnelles, donc qui sont des techniques courantes. Donc ça, c'est toujours intéressant. Mettez de l'enduit terre, c'est assez facile.
On a certains procédés aussi qui sont également couverts, notamment on peut citer la texte de 4, cyclotère, Mayotte aussi qui dispose de règles professionnelles, donc c'est intéressant d'aller piocher dedans un certain nombre d'informations. Il y a quelques pays qui disposent de règles étrangères, donc c'est toujours intéressant de regarder. Par contre, il faut aussi se méfier. La Nouvelle-Zélande, par exemple, a des super normes. Néanmoins, leur contexte sismique est très particulier et très différent du nôtre. Donc, on peut le regarder, c'est toujours intéressant de voir ce que font les autres, mais il faut aussi prendre un peu de recul sur les choses. Vu qu'on a un contexte réglementaire qui n'est pas complet, on va dire, on est souvent amené à caractériser la Terre, Marion l'a dit. Je vais ici me concentrer plutôt sur les essais de caractérisation qui permettent la justification d'éléments structurels. Je vais passer les essais sensoriels ou les essais plus quantitatifs que vous pouvez avoir en tête. En ce qui concerne la justification verticale, on est souvent amené à faire des essais de compression. On a mené sur le projet du groupe scolaire du Taillan-Médoc, dont Alain Iviglia vous en parlera tout à l'heure, on a mené un certain nombre d'essais, notamment une campagne expérimentale sur des éléments de pisée, des éprouvettes cylindriques. J'ai mis quelques photos pour comprendre la variabilité d'un matériau naturel, c'est toujours intéressant. Et nous, on a décidé d'avoir une approche plus statistique, donc ça demande de faire un certain nombre d'essais, donc il faut pouvoir faire valider auprès du bureau de contrôle. Mais c'est possible, preuve en est sur ce projet-là. Donc on a utilisé d'abord le fractile à 5%, et ensuite on a appliqué un coefficient de sécurité sur ce fractile à 5%. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce qu'on a retenu en conception, on avait demandé une valeur moyenne de 1,2 mégapascal, toujours dans l'idée d'avoir une conception relativement mesurée. On peut demander 5 mégapascal, mais si vous voulez demander, ça va impliquer des choses derrière forcément. On avait estimé la variabilité autour de 20% grâce à de la littérature scientifique notamment. Et donc ça nous donnait une valeur de calcul de 0,4 MPa pour la justification des murs porteurs. Finalement, on a eu une valeur expérimentale très proche de la valeur en conception. Donc c'était une bonne chose. Et on a eu la chance de découvrir qu'on avait une variabilité plus faible que ce qui était imaginé. Et donc avec cette méthode-là, on a pu retenir 1,5 mégapascal en compression à peu près. Donc on n'a pas augmenté les charges, mais ça nous a donné un petit confort supplémentaire. On peut être aussi amené à apporter de la justification face à des chargements horizontaux. Ça peut être sismique, ça peut être contreventement, ça peut être un certain nombre de choses. Ce qu'on a décidé de faire sur ce projet-là, c'est d'utiliser une clause de l'Eurocode 8 qui permet de classer certains murs en éléments dits secondaires, donc ça facilite grandement la justification face aux efforts sismiques. Pour ça, il faut être capable de prouver que les murs participent à moins de 15% de la raideur horizontale du bâtiment. Donc pour ça, on passe par le module en cisaillement. On avait estimé en conception une valeur défavorable de 750 mégapascal, là aussi en étudiant la littérature scientifique. Ensuite, on a mené une campagne de caractérisation sur des blocs de pisé qu'on a testé en cisaillement. Et on a obtenu une valeur expérimentale de l'ordre de 450 mégapascal. Donc c'est inférieur, mais dans notre cas, c'est bien. Plus c'est faible, plus c'est souple, moins ça participe à la raideur horizontale du bâtiment. Et donc, plus ça facilite le fait de les classer en éléments secondaires. Donc finalement, on était autour de 6%. Pour la dernière présentation, je vais laisser la parole à Alain Iviglia, qui est gérant de l'entreprise TMH, initialement spécialisé dans la restauration du patrimoine bâti, et fraîchement artisan piseur, sur un projet dont j'ai commencé à parler, mais il va pouvoir vous en parler dans le détail. Merci beaucoup Vincent. Alors moi je vais vous emmener, je vais vous faire voyager, je vais vous faire vivre le chantier tel que je l'ai vécu. Donc je vous préviens, ça va être un focus très terre à terre, si je peux me permettre. Je vais vous y emmener du début jusqu'à la fin. Et il se trouve que j'ai vu passer ce projet, qui était un appel d'offres sur un groupe scolaire à Bordeaux, avec AIA comme maître d'œuvre. Alors il faut que je vous dise aussi qu'AIA, je les connais depuis assez longtemps, je les pratique depuis presque 20 ans, et j'ai eu l'occasion de développer avec eux du R&D, enfin de la recherche et développement sur les techniques de renforcement des maçonneries, notamment sur les tirants en fibre de verre, donc le couple fibre de verre, résine, pierre. Donc on a développé ça ensemble il y a une quinzaine d'années pour avoir des données, pour que je puisse être autonome moi dans mes méthodes de renforcement avec le laboratoire I2M. Donc j'ai déjà la pratique avec eux de faire ce genre on va dire, d'aventure. On a aussi développé la construction en pierre massive. Et on a même fait une très belle opération à Blaye, à l'Office du tourisme, qui a remporté un prix aussi d'ailleurs. On a caractérisé des joints aussi pour la pierre massive. Donc on a quand même l'habitude de travailler ensemble. Et quand j'ai vu passer cet appel d'offres, je me suis dit, bon, il y
la technique du pisé que je ne connais pas, c'est un peu ambitieux. Le sourcing, quasiment un mois pour le faire. Moi, je suis naïf. Je commence par aller sur les chantiers de terrassement. J'ai un bon réseau sur Bordeaux. J'appelle mes copains démolisseurs terrassiers. Je leur dis, dès que tu trouves de la terre gravelot-argileuse, tu m'appelles. J'ai eu plein d'appels parce qu'il y a un problème de sémantique. Les démolisseurs ou les terrassiers, quand ils entendent gravelot-argileuse, ils entendent argile. Et donc, je suis allé au départ, aller voir des poches d'argile. Ils étaient bien contents de trouver quelqu'un qui veut le prendre parce que ça emmerde tout le monde, ça. Donc, je leur dis, non, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux de la terre gravelot-argileuse. Alors, qu'est-ce que c'est? Okay. Et ensuite, je me suis rendu compte que de toute façon, ils sont dans un tempo où eux, ils ont un planning. Le terrassement, il commence tel jour, il termine tel jour, ça va très vite. Il n'y a pas de temps de discuter. Donc, même si j'avais trouvé de la terre avec cette fameuse méthode empirique à la main, je n'aurais jamais eu le temps de leur dire, attendez, stoppez tout, gardez-la, ou je vais faire une granulométrie ou une sédimentométrie pour aller plus loin. Même pas en rêve. C'est pas la peine de demander ça, ça marche pas. Donc on peut pas interrompre un processus. Donc, je me suis dit, je vais aller sur les plateformes de récupération des matériaux. Très bonne idée. Quand on va sur les plateformes de récupération des matériaux, en général, il y a juste un gars qui charge, il n'y a pas de bureau, quoi. Donc, je me suis promené un peu partout, il m'a laissé faire, j'ai fait mes tests, et j'ai trouvé à un endroit une terre gravelot-argileuse qui avait l'air intéressante. Et il m'a avoué que ce tas de terre-là, il avait déjà été stabilisé à la chaux, en vue de faire des sous-couches. Parce que les produits, quand ils arrivent dans les plateformes de récupération, ils restent pas très longtemps comme ça, sans rien faire. Ils sont tout de suite raffinés, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont criblés pour faire tous les produits nécessaires à la revente, quoi. Donc, il n'y a pas de stockage de terre comme ça, sur lequel on puisse venir. Donc, ça ne marchait pas. Donc, après, je suis allé dans les gravières, dans les carrières, discuter avec les carrières. Bon, tout ça, ça m'a pris 3 semaines, hein, donc ma terre, je ne l'ai jamais trouvée, en fait. Donc, on s'est lancé dans la fabrication d'éprouvettes, les essais, avec tous les essais, la compression, le module d'élasticité, le cisaillement, enfin, tout ce qu'il fallait bien. On a réalisé un mur témoin, parce qu'on s'est dit, on ne va pas se lancer tout de suite quand même sur le site. Donc, on a fait un mur témoin, ça nous a donné l'occasion d'éprouver des sapins de chaux dans les angles pour les renforcer, de différentes natures. On nous a demandé aussi de faire des lits chauds au niveau des reprises de branches, tous les 60 cm. Donc en fait, on a trouvé l'idée de faire livrer la terre chez nous, d'abord, sous un hangar, pour la mettre à la bonne humidité. On l'a étalée, on l'a repassée dans un espèce de petit malaxeur pour casser toutes les modes. Et une fois qu'elle était prête, on la chargeait, on l'emmenait sur le chantier. Une fois qu'on a terminé, il faut le protéger. Donc là, c'est la découverte d'une autre problématique. C'est-à-dire que nous, on sait que le pisé est très sensible à l'eau. Les chefs d'entreprise ou les conducteurs de travaux qui assistent en réunion avec nous sont sensibilisés parce qu'on leur dit. Après, voilà le processus de l'échantillon. Bon, en conclusion, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai découvert un matériau extraordinaire. Il y a un champ d'exploitation de ce matériau qui est fabuleux. Et on est quelques-uns d'entreprises à être passionnés depuis par la construction en terre crue. Ça nous plaît beaucoup. Merci.